Souvent, la première scène du récit s'appelle la scène d'exposition. C'est un concept qui vient du théâtre à la base, comme beaucoup de choses en littérature. Et le concept de cette scène d'exposition, c'est la toute première scène que l'on voit et qui nous permet rapidement de comprendre qui, quoi, comment, où. En gros, d'avoir une vision de la situation initiale quand c'est le début du roman ou de la pièce, mais ça marche aussi scène par scène. Donc en fait, ce sont toutes les informations qui nous indiquent le cadre du récit. Parce que quand on ouvre un roman, même si on a lu la quatrième de couverture, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas où ça se situe, on n'a aucune info avant de lire la première ligne. Ce qui fait que les actions qui arrivent ne sont pas toujours faciles à comprendre pour le lecteur. D'où l'importance de lui donner des éléments dès le début qui permettent de saisir pour saisir le cadre du récit. Alors, le risque qu'il y a avec cette scène d'exposition, qui est importante, c'est de faire de la description et de faire une longue exposition, de donner beaucoup d'informations, peut-être trop, et d'une manière qui ne soit pas intéressante et immersive pour le lecteur. C'est de lui décrire tout de suite un long cadre et de s'appesantir sur des détails dont il n'a pas forcément besoin. Ou en tout cas de le faire d'une manière qui n'intéresse pas le lecteur. Parce que si on lui présente l'univers en long, en large et en travers avant de rentrer dans l'action, il y a de fortes chances pour que le lecteur décroche avant même que cette action ne commence. Ce qui fait que la scène d'exposition est particulièrement difficile à écrire parce qu'il faut donner toutes les infos possibles et imaginables, en tout cas toutes celles dont le lecteur a vraiment besoin, mais en même temps, il ne faut pas le noyer sous les informations pour ne pas que ce soit tout simplement ennuyeux. Parce que si c'est ennuyeux, le lecteur décroche dès ce moment-là. Et souvent, comme il s'agit du premier chapitre, c'est le chapitre qui permet de juger si le roman est continué ou pas. C'est le chapitre qui, dans une librairie, est lu sur place. Ce sont les premiers mots et ça détermine beaucoup l'achat ou en tout cas l'intérêt du lecteur. Ça marche aussi pour les éditeurs. On commence souvent même pratiquement tout le temps par le chapitre 1 et rapidement on se fait une idée si est-ce qu'on a envie d'aller plus loin ou pas. Ce qui fait que la scène d'exposition est particulièrement importante. Le conseil que je pourrais donner pour réussir une scène d'exposition, c'est de distiller les informations vraiment nécessaires, celles sans lesquelles le lecteur ne peut pas comprendre ce qui se passe dans ce chapitre 1, et de les lui donner, mais pas de les donner d'un bloc, de les inclure dans le récit, de les inclure dans l'action idéalement. Alors pas forcément une scène d'action, on a déjà vu que par action on peut entendre les scènes plus dynamiques, mais aussi simplement des scènes de dialogue, où ça dépend des genres littéraires. Et donc en incluant les éléments et en lui donnant suffisamment, le lecteur peut reconstituer le puzzle, ou en tout cas une partie du puzzle suffisante pour comprendre ce qui se passe, comprendre les enjeux et le conflit, comprendre les personnages, même si ce n'est pas complètement creusé. On a tout le texte pour creuser après. Toute la situation initiale qui n'a pas forcément besoin de durer un seul chapitre pour comprendre ce qu'il se passe. Je vais prendre un exemple de scène d'exposition avec Sorcière de chair de Sarah Bushman, qui je trouve le fait très bien parce qu'elle arrive en une page et demie à donner suffisamment d'éléments pour qu'on comprenne ce qu'il se passe. Je parle là du chapitre 1 parce que Sarah a mis un prologue. Donc voilà, je vais vous lire le début. Donc déjà, 13 janvier 2016, 10h30. Donc déjà, elle indique le temps, la temporalité, ce qui fait que là, tout de suite, le lecteur sait. On est dans le monde réel, en tout cas à un certain niveau, parce qu'on a une date qui fonctionne selon notre calendrier. Donc déjà, on n'est pas dans une fantaisie médiévale, on n'est pas dans de la science-fiction. Ça permet déjà de savoir beaucoup de choses juste avec la date. Donc elle commence. La forme prostrée n'avait presque plus rien d'humain. Sa peau décollait grossièrement, encore attachée aux muscles à certains endroits,
formaient des paquets spongieux sur le sol. Le couteau avait dérapé à plusieurs reprises, pénétrant les chairs. La femme s'était vidée de son sang avant que le travail n'était terminé, laissant certaines parties intactes. Le mollet, diaphane, encore entier, se détachait outrageusement de ce corps semblable à une pomme épluchée. Ses épaules, son cou ainsi que son bras droit étaient indemnes. La lumière qui traversait les vitres de la coupole au-dessus de leur tête embrassait la scène d'un éclat mordant, presque agressif. Le sang prenait une teinte vive, éclaboussant d'un vermeil encore luisant le bois des tables de travail environnantes. Le corps gisait entre deux rangées de longs et fins bureaux. Arabella s'approcha autant qu'elle le put sans salir ses bottes. Une odeur cuivrée imprégnait l'air. « Quelle horreur !» s'exclama une voix rauque derrière elle. Arabella se tourna vers Nolan, son collègue, qui se frottait la bouche avec la manche de son pull. Son visage, d'une teinte verdâtre, était crispé par une grimace de dégoût. La policière en aurait souri s'il n'y avait eu cette femme à moins d'un mètre. Donc je m'interromps 2 secondes là, mais on a déjà, en 3 paragraphes, une situation avec un crime et 2 personnages qui sont introduits. On a déjà beaucoup d'informations sur ces personnages, sur leur rapport, juste là. On voit que Arabella est policière déjà, donc on sait pourquoi elle est sur le lieu du meurtre, c'est probablement pour une enquête. Donc on a déjà un cadre qui est un peu plus ciblé, et elle a un collègue, visiblement plus jeune, qui est dégoûté par la scène alors qu'elle ne l'est pas. Ce qui sous-entend déjà que leur relation, elle est probablement l'officier, et lui le dernier, ou en tout cas le coéquipier qui est sorti des études récemment. Donc juste avec ces informations, on en sait plus sur eux. Je continue. « Je ne crois pas qu'un tel crime ait déjà été commis dans cette ville, murmura Arabella en contournant la masse écarlate. « Sûrement pas, rétorqua Nolan choqué. Rien de semblable n'a jamais été perpétré dans ce pays. Tu oublies tout un pan de notre histoire, j'ai l'impression. L'Australie de 2016 était un des pays les plus sûrs au monde, ce qui n'avait pas toujours été le cas. Les premières chasses aux sorcières des années 70 avaient entraîné une vague de violence qui avait régressé depuis une dizaine d'années. Melbourne possédait désormais la réputation d'être une ville agréable à vivre. Le travail des policiers, dans ce contexte, consistait surtout à réguler les erreurs de conduite issues des règles étranges des croisements de cette ville ou à indiquer le chemin aux touristes égarés. Même si Nolan était jeune et n'avait pas connu l'embrasement lié à la révélation des sorcières, sa remarque demeurait naïve. Arabella ne put retenir un sourire en coin. Donc voilà, là on a un paragraphe qui fait vraiment de l'exposition, qui pose le contexte pour pouvoir comprendre la suite. On découvre juste dans ces quelques mots que déjà ça se passe en Australie, donc dans le monde réel toujours, mais un monde où il y a eu des sorcières qui ont été révélées il y a entre 40 et 50 ans. Donc ça permet déjà d'avoir beaucoup d'informations. On ne sait pas encore ce que sont ces sorcières vraiment, ce qu'elles font, le pourquoi du comment, mais on a suffisamment d'éléments, déjà en 1 page et demie, pour se faire une idée de la situation, de l'univers, du cadre. Et c'est plutôt efficace parce que les informations sont données rapidement de cette façon. Alors Sarah fait quelque chose, elle ne tombe pas dans le piège, mais c'est souvent le cas, c'est qu'on a des personnages qui des fois servent d'exposition. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas donner une exposition qui soit une longue description ou une longue liste de ce qui s'est passé. Là, Sarah fait un paragraphe au milieu de sa découverte pour situer, mais c'est tout, elle n'en fait pas 3 pages. Et donc, certains auteurs, pour détourner le problème, passent par des dialogues. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est 2 personnages qui discutent, donc comme là, et avec des informations qu'ils se donnent et qui devraient être connues des 2 personnages. Je m'explique. Là, ce qu'elle aurait pu faire, c'est qu'on aurait pu avoir Nolan qui pose une question sur, je sais pas, sur de quoi est-ce que Arabella parle en disant cela, et puis Arabella aurait pu lui expliquer, eh ben, tu te souviens, les sorcières, etc., etc. On aurait eu le contexte dans un dialogue, mais c'était illogique que les personnages échangent dessus, parce que le personnage de Nolan fait partie de ce monde-là, et donc connaît déjà tout cela. Donc ce qui fait que si dans un dialogue, on révèle au personnage des choses qu'il devrait connaître, ça passe pour, on va dire, incohérent, illogique, parce que le personnage a conscience de tout cela. Donc on peut étendre dans les didascalies, ou dans les descriptions du dialogue, ou dans les pensées sur certains points, mais attention à ne pas utiliser les personnages pour faire des dialogues
qui ont une fonction clairement d'exposition, parce que c'est quelque chose qui se voit et le lecteur, surtout le lecteur averti, en a conscience. Et quand ça m'arrive sur un texte, là je sais, ah oui, là c'est pas le dialogue logique, normal, où ce sont deux personnages qui s'expriment, et donc on n'est pas en immersion dans le dialogue, c'est un dialogue qui sert à transmettre des informations sans faire une liste, ou alors vous en lisez de manière détournée. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, et je ne peux que vous engager à ne pas faire des trop longs dialogues d'exposition. Vous pouvez donner des informations supplémentaires, des réflexions, tout cela, mais il faut toujours se dire que dans un dialogue, les personnages doivent s'exprimer comme ils s'exprimeraient. Ils ne s'expriment pas à l'adresse du lecteur, ils s'expriment entre eux. Leur dialogue sert à échanger des informations entre eux. Alors bien sûr, en tant qu'auteur, on peut glisser des informations dans ces dialogues pour informer le lecteur, mais il faut que toutes les informations aient un intérêt dans le dialogue en immersion. On ne peut pas la faire comme le théâtre qui fait des fois des monologues ou des apartés où on a un personnage qui se tourne vers la scène et qui explique quelque chose. Non, nous en littérature, on a tout le reste de la narration pour transmettre des informations au lecteur, les transmettre de la manière la plus immersive possible, avec le moins de distance possible vis-à-vis du lecteur pour pas qu'il s'ennuie et pour ne pas faire ces listes dont je vous parle. Mais les personnages ne devraient pas occuper cette fonction. Elle ne devrait pas servir à donner des informations uniquement au lecteur, des informations qu'il devrait connaître. J'insiste dessus parce que ça paraît logique dit comme ça, mais c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve souvent. Et pour résumer sur une scène d'exposition, le mieux est de donner le maximum d'informations pertinentes et nécessaires, mais le tout en immersion, sans casser l'intrigue et surtout en veillant à ce que le lecteur ne s'ennuie pas. Le tout en évitant au mieux que possible d'utiliser les personnages et leurs dialogues uniquement pour informer le lecteur. Les personnages ne devraient s'exprimer que entre eux et parce qu'ils ont le besoin de s'exprimer et ça devrait rester cohérent, logique et humain. Donc voilà pour la scène d'exposition qui, j'en ai conscience, n'est pas toujours facile à bien tourner.